Alors bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être là pour ce webinaire consacré au fluor. Donc pour remettre un petit peu ça dans le contexte, pourquoi on a besoin du fluor et pourquoi c'est une molécule indispensable en dentisterie pédiatrique? Tout simplement parce que ça va nous aider à lutter contre la carie dentaire. La carie dentaire, ça va toucher aussi bien les enfants, les adultes que les personnes âgées. C'est considéré comme le 3e fléau mondial selon l'OMS. Il faut savoir que 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde ont des caries et quasiment 100% des adultes. Ce qui fait que c'est la maladie carieuse et la maladie chronique la plus répandue dans le monde et ça en fait un enjeu de santé publique majeur. Ça va affecter non seulement la capacité de parler, de sourire, mais ça peut aussi être responsable de l'aggravation de certaines pathologies cardiaques, pulmonaires ou encore le diabète. On ne peut pas se considérer en bonne santé si on n'a pas une bonne santé dentaire. Je ne vous apprends rien, la maladie carieuse c'est une maladie infectieuse, contagieuse, transmissible par la salive et c'est multifactoriel. Comme le montre ce schéma de Résine et Douglas qui a enveloppé tous les facteurs. On a non seulement l'hôte, les bactéries pathogènes aussi, les aliments, mais il va y avoir des facteurs beaucoup plus englobants comme l'environnement, le stress, les facteurs socio-économiques. Donc c'est vraiment une maladie qui est très multifactorielle. Le fluor à proprement parler, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un élément du tableau périodique, c'est un oligo-élément qui est présent dans la structure naturelle des dents. Il va avoir deux fonctions. Il va favoriser la minéralisation et inhiber la déminéralisation et il va aussi inhiber le métabolisme des bactéries glucidiques. C'est-à-dire qu'on va lui prêter une action qui est cariostatique et antiseptique. Il a été introduit en France dans les dentifrices dans les années 50 et pas dans l'eau potable et on va y revenir. Pourquoi on y revient? Parce qu'il va falloir remettre un peu l'église au milieu du village. Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques sur le fluor. Donc qu'est-ce que cette polémique du fluor, toutes ces fake news? Bon, tout ce qui est mensonge, manipulation, désinformation, c'est pas nouveau. Ça existe depuis un petit moment, mais avec l'avènement d'Internet, et bien maintenant c'est plus rapide et c'est plus étendu. Le phénomène anti-fluor, c'est déjà quelque chose qui a commencé à inquiéter aux USA dans les années 1985, comme le montre cet article, où en proclamant de manière répétée que le fluor provoque des cancers, des maladies rénales, des problèmes cardiaques et d'autres maladies graves, les anti-fluors sont capables de persuader les gens que ce qu'ils clament est véridique, et ceci même s'il n'existe aucune preuve scientifique pour corroborer leur dire. Voilà, c'est l'article qui était sorti dans le journal international. En parlant de fake news aussi, donc en fait elles sont toutes reliées à une politique qui a été mise en place aux États-Unis, donc c'est le choix des États-Unis et de certains pays nord-américains de fluorer leur eau potable. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas du tout le cas en France. Et si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver plusieurs théories assez complotistes. Donc en France, en Europe, ça va plutôt être les complotistes nazis. Donc c'était pour faire que ceux en camp de concentration soient stériles ou alors ils soient soumis. Ou alors, si on est un peu plus du côté américain, c'était les communistes, les bolcheviks, les commandants qui faisaient qu'ils avaient mis du fluor dans l'eau potable et c'était pour asservir un petit peu les gens. Donc voilà, tout ça, on est d'accord, c'est que du fake. Mais on peut avoir des articles aussi qui sont dans des magazines. Voilà, moi en tant que maman, ça peut m'inquiéter. Le fluor rend-il vos enfants stupides? Ça fait diminuer le QI. Encore, le fluor est classé parmi une molécule neurotoxique. Donc voilà, c'est plein de choses qui peuvent quand même inquiéter. Et ça peut sortir dans certains magazines comme le Times, comme LCI, comme voilà, des magazines de la santé. Donc on a essayé d'aller piocher un peu plus loin. Et c'est lors d'un congrès et un colloque de l'UFSBD que le docteur Le Pourriel a un petit peu fait le tour de ces fake news. Et finalement, parmi toutes ces informations, il y avait toujours 3 études qui ressortaient. Donc les 3 principales, c'est la première de Le Lancet en 2014. Ensuite, il y a une étude dite de Harvard en 2012 et ensuite une étude de JAMA en 2019. Donc on va y revenir point par point. Tout d'abord, la première étude, donc le Lancet, finalement c'est une étude qui est assez large et l'auteur, il va proposer d'inclure toutes les molécules toutes les substances chimiques comme neurotoxiques pour les enfants parce qu'il part du principe qu'il y a beaucoup de molécules qui sont étudiées chez les adultes et très peu chez les enfants, alors finalement
leur cerveau est encore en développement. Et qu'est-ce qu'il conclut? Eh bien, il conclut que finalement, il a peu de moyens et qu'il faudrait continuer les recherches et pour conclure vraiment à quelque chose comme quoi ça serait neurotoxique. Donc c'est une conclusion assez classique en recherche, c'est finalement il faut plus de recherche pour vraiment conclure sur la neurotoxicité du fluor et surtout que dans cette étude, il n'y a vraiment pas que le fluor qui est mis en cause. Ensuite, la deuxième étude dite de Harvard, finalement, c'est une méta-analyse de 27 études chinoises, plus 2 iraniennes. Mais ces études chinoises ne sont pas forcément très récentes, il y en a qui sont assez vieilles, et surtout elles ont un faible impact factor, donc c'est-à-dire qu'elles ont été publiées dans des revues pas forcément très scientifiques ou de bonne renommée. Et cette étude, elle va se concentrer sur la pollution de l'eau. Finalement, il y a eu une copollution de cette eau. Donc, il y a certains endroits où il y a des eaux qui sont polluées. Ce n'est pas le cas non plus en France parce qu'on contrôle vraiment notre eau qu'on consomme. Et là, dans cette étude, il y avait une copollution non seulement par l'iode, par de l'arsenic. C'est une pollution industrielle. Donc forcément, dans la conclusion, ils disent qu'il y a eu des conséquences sur les enfants avec, quand ils étaient exposés à des eaux polluées à l'arsenic, etc., ou des pollutions industrielles. Ça peut couler sous le sens. Par contre, ce qu'on peut relever, c'est que le groupe contrôle dans cette étude, finalement, avait quand même de l'eau fluorée à 0,88 mg comme référence. Et pour mettre en lien, en France, on a 1,3 mg par litre, mais pas dans l'eau, on n'en a pas dans l'eau. Et aux USA, la fluoration préventive, elle est de 0,7 mg. Donc même là-dedans, finalement, on met en contrepartie et en porte-à-faux le fluor, alors que dans le groupe contrôle, il consomme déjà plus de fluor que l'américain moyen. Voilà pour cette étude, et elle a tellement été reprise que finalement les auteurs ont été obligés de faire un communiqué de presse pour répondre à cette polémique et noter leur position et dire qu'ils ne remettaient pas du tout en cause la politique de santé publique qui avait été faite par rapport à l'utilisation malhonnête de leur étude. Et enfin, la dernière étude, donc de JAMA, c'est la plus récente en 2019, présente finalement pas mal de biais d'études, parce que là, ça associe en fait la consommation d'eau fluorée pendant la grossesse. Et il y a eu pas mal d'exclusions pour les femmes enceintes qui ne buvaient pas d'eau du robinet. L'absorption est difficile à quantifier. La reproductibilité sur les mesures de QI, savoir s'il y avait une diminution. On sait qu'un enfant, il ne va pas avoir la même capacité à 3 ans, à 4 ans, etc. Donc c'est difficile. Et la différence entre filles et garçons, c'est-à-dire qu'ils trouvaient une différence significative entre les filles et les garçons, mais ça pourrait être entre les blonds, les roux, les bruns, enfin voilà, c'était pas du tout inclusif. Donc finalement, la conclusion de cette étude-là, malgré tous ces biais, c'était que, encore une fois, il fallait plus de recherche et plus de moyens, donc il n'y a pas eu de conclusion, dans tous les cas, pour incriminer le fluor. Et pourquoi le fluor est incriminé lorsqu'il est rajouté dans l'eau potable? Parce que ça peut créer une fluorose. Donc la fluorose, ça a différents stades. Vous pouvez voir qu'il y en a qui sont plus ou moins sévères. Mais à la base, pourquoi ça a été rajouté dans l'eau, le fluor, c'est pour lutter contre la carie précoce de l'enfance. Et on sait que la fluoration de l'eau, finalement, ça a fait diminuer entre 30 et 50% la prévalence de la carie. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir pas mal d'enfants complètement cariés ou avoir quelques taches? Et il faut savoir que là, les taches très foncées, ça ne vient pas de l'eau fluorée et de la faible quantité qui sont rajoutées dans l'eau. Ça, c'est des nappes phréatiques et qui sont vraiment très, très fluorées. De plus, on va avoir une différence entre fluorose dentaire et fluorose osseuse. Et souvent, c'est confondu. Et la fluorose osseuse, elle va arriver lorsqu'on est exposé à 10 mg par litre. Donc, c'est vraiment sur plusieurs années. Et ça ne va pas arriver dans des pays comme la France ou les États-Unis où on contrôle notre eau et notre environnement. Ensuite, il y a deux problèmes. C'est le diagnostic de la fluorose. Il y a 90 causes possibles sur des taches dentaires, donc il n'y a qu'une fois où c'est la fluorose, donc on peut mal les diagnostiquer. Et sur certaines études, ils vont jusqu'à dire qu'il y a 27% de fluorose dentaire qui finalement ne sont pas des fluoroses. Enfin, lorsqu'on va fluorer cette eau potable, donc comme ça a été fait aux États-Unis, mais je ne le rappelle pas en France, la prévalence de la fluorose va passer finalement de 1% à 3-4%.
Donc c'est quand même une faible augmentation, mais en contrepartie, il y a quand même une diminution de 30 à 50% de la prévalence carieuse. Donc c'est le choix qu'ont fait certains gouvernements et c'est vraiment un choix de santé publique. Donc qu'est-ce qu'a vraiment dit l'université de Harvard, vu que la première étude, c'était pas du tout une étude de Harvard finalement, vu que c'était l'étude dite de Harvard, mais qui était une méta-analyse d'études chinoises. La faculté de Harvard, elle dit tout simplement que la fluoration de l'eau, c'est l'une des plus grandes réussites de santé publique du XXe siècle. Donc finalement, ça conclut bien les choses. Et si on parle en termes de chiffres, la fluoration, c'est quoi? Ça a été débuté en 1945 aux États-Unis. C'est plus de 60 ans de publication. Il y a quand même 435 millions de personnes qui sont exposées à ce fluor-là. Ça réduit de 30 à 50% la prévalence carieuse, on l'a déjà dit, et c'est recommandé non seulement par l'OMS et par d'autres académies de pédiatrie, dentisterie, etc. Donc c'est vraiment un des plus grands succès de santé publique dans le monde avec la vaccination. Donc toute cette polémique du fluor qui est liée finalement à la fluoration de l'eau aux États-Unis mais qu'on n'a pas en France, finalement on voit que dans tous les cas c'est considéré quand même comme une réussite et que finalement les gens qui sont le plus bénéficiaires de ces mesures-là, c'est les personnes qui ont le moins qui peuvent le moins se défendre et avoir accès justement aux publications. Pourquoi ça a fait pas mal et ça va vite toutes ces fake news, c'est grâce ou à cause des réseaux sociaux. C'était pas le cas avant parce que maintenant, les personnes qui sont en cause et qui relaient ces fake news, finalement, c'est souvent des personnes qui sont plus jeunes et plus connectées que la moyenne. Il y a une étude qui a été faite par rapport aux posts sur la fluoration de l'eau, en fait, et la quantité de personnes qui étaient anti-fluor. Sur Facebook, il y avait 88%, Twitter 64%, et 99% des vidéos YouTube qui parlent de la fluoration de l'eau sont anti-fluor. Donc finalement, voilà, ça fait beaucoup d'antifluor à cause des réseaux sociaux. Et dans 60% des cas, il y avait une impossibilité de remonter jusqu'à l'étude qui était mise en cause. Ce qui fait que pour le grand public, finalement, l'information est assez neutre. On a la sensation que les arguments des antifluors ou des profluors, ils se valent en quantité mais aussi en qualité. C'est pour ça que là, dans cette étude, en petit aparté, la personne disait qu'il fallait que les professionnels de santé finalement s'emparent de ces médias et des réseaux sociaux pour être présents et pour justement rétablir l'équilibre et faire valoir ce consensus scientifique, parce qu'il y a un consensus scientifique et c'est pas juste des informations comme ça en l'air. Finalement, toutes les mesures de santé publique sont attaquées telles qu'elles soient. On met souvent en avant, on déforme les faits, on va les amplifier et on va toujours les lier à une mesure indésirable. Là, par exemple, la fluoration de l'eau, qu'est-ce que c'est? À la fluorose. Et on va amplifier un petit peu ce phénomène. On va aussi minimiser les conséquences de la maladie, comme par exemple le vaccin de la rougeole. On va dire l'enfant il va juste avoir un petit peu de fièvre et ça va aller. Non, on meurt de la rougeole encore à l'heure actuelle. Il y a des endroits où les mamans elles prient, elles aimeraient que leurs enfants soient vaccinés. Donc c'est vraiment la même chose que le fluor pour le mercure ou pour les vaccins. Les vaccins avant la période Covid, on évite ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, pour conclure sur la fluoration de l'eau et toutes ces fake news, l'efficacité préventive du fluor, elle n'est plus à remettre en question. Son caractère économique, rentable, l'innocuité de ces produits et leur rôle dans la diminution de la prévalence carieuse et l'apparition des caries, ça c'est un fait qui sont avérés. Il y a de nombreuses recherches qui appuient le fait que le taux de fluorure qui est recommandé, que ce soit dans la fluoration de l'eau ou en fluoration médicale, il ne va pas y avoir d'effet indésirable sur le corps humain. Et enfin, la valeur thérapeutique aussi et l'action du fluor dans le côté reminéralisant des lésions non cavitaires, ça a été également cliniquement prouvé. Donc en pratique, maintenant qu'on a un peu remis le contexte et qu'on a enlevé toutes ces fausses informations, on sait que nous on est dentistes, donc peut-être qu'on a moins accès à ces fausses informations-là, mais sur les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui revient assez systématiquement. Donc c'était bien de refaire un point et de replacer les choses dans leur contexte. En pratique, on a deux voies d'administration du fluor. Donc tout d'abord la voie topique en local ou la voie systémique en général. Topique, ça va être les dentifrices, les fluorations au fauteuil. Systémique, ça va être les comprimés ou l'alimentation. Les comprimés que certains peut-être ont pris le Zimafluor comme moi à l'époque, qui n'est plus recommandé, on va y revenir. Il faut savoir effectivement que vous avez du fluor dans l'alimentation. Là, je vous ai mis
des tableaux, il y en a qui râlent sur l'eau fluorée, qui ne veulent pas qu'on fluore leur eau du robinet, mais en fait ils boivent de l'eau en bouteille qui en contient bien plus que la fluoration que veulent mettre les participants dans le robinet. Vous avez par exemple l'eau de Quézac qui est à 2,2 mg par litre. Donc ça, vous avez le tableau avec les différentes eaux. Quézac, Badois, Saint-Thior, Vichy, c'est vraiment les plus fluorés. Et ensuite, même dans l'alimentation, vous avez aussi du fluor, que ce soit dans les crabes, les crevettes, tout ce qui est iodé, tout ça produit de la mer, vous avez aussi du fluor. Alors, c'est pas forcément du fluor qui va être aussi bien assimilé sur les dents, mais du coup, c'est quand même du fluor qu'on ingère, donc il faut le savoir. Et parfois, les gens ne le savent pas forcément. Au niveau de la dose prophylactique qui a été qui a été arrêté, c'est 0,05 mg de fluor par kilo et par jour. En France, la législation va demander de ne pas dépasser 1 mg par jour. C'est pour ça qu'on va faire des bilans fluorés maintenant si on veut donner justement la supplémentation avec le Zimafluor, qui ça n'est plus recommandé. Ça va être vraiment des cas particuliers comme des cas de handicap ou des facteurs de risque familiaux qui sont très forts, mais justement on va faire d'abord un bilan fluoré. Le risque de fluorose, il apparaît à partir du moment où on a 0,1 mg par kilo et par jour. La dose létale, c'est 20 mg par kilo et par jour. Et 100 mg pour un adulte. Là, c'est pour les enfants, 20 mg. Comment on va quantifier le fluor? Son unité de mesure, c'est le ppm. Donc ppm, c'est unité par concentré, c'est partie par million. Donc vous voyez que finalement, 1 ppm sur la dose, souvent, c'est des concentrations qui sont très, très faibles. Si on remet ça un peu dans le contexte, ou du moins à l'échelle un peu d'un dentifrice, 1 ppm, c'est 1 mg par kilo, ou 1000 ppm. Souvent, les premiers dentifrices, les recommandations, elles sont à 1000 ppm, c'est 1 mg par gramme. Ce qui fait que pour atteindre la dose létale, je me suis amusée un peu à le calculer, finalement, il faudrait qu'un enfant il mange 5 tubes de dentifrice par jour, et un adulte, enfin un enfant de 20 kg, mon fils, il faudrait quand même qu'il en mange 3, et un adulte, 50 tubes de dentifrice. Donc je pense qu'avant de se suicider au fluor, on a de quoi. Donc voilà, il ne faut vraiment pas, tout est mauvais à forte dose en fait. C'est la dose qui fait le poison. La vitamine C, ça peut tuer aussi à forte dose. Donc on est toujours sur des doses qui sont faibles et donc pas nocives. Une autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a différents types de fluor. Quand on dit il y a du fluor, oui, mais quel type de fluor? Parce qu'en finalement, vous avez donc le fluorure de sodium, le fluorure stanneux, le fluorure d'ammonium, le fluorure d'amine, le fluorure phosphate acidulé, le fluorure diamine d'argent, le fluorure d'hydrogène, le fluorure de potassium, le monophosphate de sodium. Voilà, vous avez plein de fluorures, et encore là, c'est pour les principaux, mais finalement, 1% de ces fluorures ne va pas donner la même quantité de ppm, ne va pas donner le même pH à la solution et ne va pas avoir la même biodisponibilité pour les dents. Donc c'est important quand vous utilisez un dentifrice ou un vernis fluoré ou peu importe de savoir quel type de fluor vous avez à l'intérieur parce que ça ne va pas être la même action. Le mécanisme d'action du fluor, ça va être de renforcer en fait l'émail parce qu'à partir du moment où on a un pH acide, la dent ou l'émail qui est inorganique, il va y avoir une rééquilibration du pH de la salive avec une fuite des ions calcium et des ions phosphate pour rétablir ce phosphate salivaire. Quand le pH va être neutre et en présence de fluor, l'hydroxyapatite qui est partie, ça va être remplacé par la fluoroapatite qui du coup va être moins soluble et moins sensible aux déminéralisations. Ce qui fait qu'au prochain cycle de déminéralisation sous pH acide, il va y avoir moins de fuite, ça va être plus résistant et c'est comme ça qu'on lutte contre l'attaque acide et contre les caries avec le fluor. En prévention au cabinet, comment on va pouvoir l'utiliser? Donc on a tout d'abord l'application topique. Donc ça va dépendre du risque carieux individuel de l'enfant, de son âge, mais aussi du consentement des parents, notamment par rapport à toutes ces fake news. En fonction de son risque carieux, on va l'appliquer entre 2 et 4 fois par an. Et on a plusieurs produits à notre disposition. On a non seulement les mousses, les gels ou les vernis. Et on va y revenir. Juste un petit aparté sur la détermination du risque carieux. Un risque carieux individuel, c'est important à déterminer et il va y avoir différents facteurs. Vous avez d'un côté les facteurs protecteurs et d'autres des facteurs qui vont être faiblement, moyennement ou fortement prédicteurs de caries. Les facteurs protecteurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'utilisation d'un dentifrice fluoré, donc 2 fois par jour et au minimum de 1000 ppm. Avoir des soins dentaires réguliers, donc cariopréventifs avec des vernis fluorés et des contrôles réguliers chez le dentiste avec des fluorures systémiques, donc dans le sel ou dans l'eau, etc.
Donc vous avez que ça comme facteur protecteur. Un patient à faible risque et un patient qui a des facteurs protecteurs présents et pas de facteurs de risque. Maintenant, si on s'intéresse aux facteurs de risque, vous avez trois grandes sous-parties avec des facteurs de risque qui vont plus être liés au médical, au social et au comportement, avec notamment une alimentation sucrée. Les facteurs de risque cliniques, donc là c'est plutôt si l'enfant a déjà des caries qui sont actives, qui sont récentes, qui sont peut-être pas traitées. Et enfin on a tout ce qui est facteurs de risque individuels, donc pas de dentifrice fluoré, des personnes dans l'entourage qui ont également des caries, des mauvais comportements, etc. Un patient à risque élevé, ça va être un patient qui a soit un facteur de risque qui est souligné, donc c'est les facteurs de risque les plus importants qui sont présents, et pas de facteur protecteur. Donc maintenant qu'on a déterminé le risque carie individuel de notre enfant, de manière générale, au fauteuil, comment ça se passe? Donc ça, c'est ma façon de fonctionner. En routine, j'utilise le mousse ou le gel fluoré de Pred, le Flairess. Donc là, il y a 12 300 ppm de fluorure de sodium, plus du xylitol. Donc le xylitol, on sait que ça a une action cariostatique aussi. C'est une application de 1 minute. C'est assez intéressant parce que c'est sous forme de mousse. Donc moi, j'appelle ça la chantilly. Et on le met dans des petites gouttières que l'enfant garde 1 minute en bouche. Il y a différents goûts, toujours. Donc voilà, il y a menthe, melon et fraise. Et on sait que dès qu'on va faire choisir à l'enfant, il va plus accepter justement le traitement. Vous avez aussi les vernis. Donc on commence par celui de Colgate, le Durafat, qui est très connu, donc à 22 600 ppm. Donc c'est toujours du fluorure de sodium. Avant, il était un peu décrié, puis ça laissait une couleur un petit peu jaune. Maintenant, il y a la version qui, dans tous les cas, devient blanche. Donc, c'est moins embêtant. Et c'est un fluor qui colle pas mal aux dents. Ensuite, vous avez, alors on ne va pas tous les faire, mais les principaux, du moins ceux que j'utilise le plus. Vous avez le profluoride verniche de Voco, donc toujours 22 600 ppm, toujours du fluorure de sodium, avec du xylitol en plus. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de goûts. Par contre, voilà, le goût cola, le goût caramel, est-ce qu'on associe quelque chose de sucré et de pas forcément bon pour les dents quand on met du fluor sur les enfants? Moi, je suis pas trop pour personnellement. Après, c'est des parfums que finalement les enfants adorent. Mais voilà, personnellement, je préfère garder bubblegum, cerise ou melon, même si on sait qu'il y a du sucre, même dans les fruits, etc. Ensuite, un autre fluor qui est intéressant, c'est celui de GC, là, le My Varnish. Donc toujours la même quantité de fluor et toujours le fluorure de sodium. Par contre, ils ont rajouté du CPP-ACP, donc le récaldant, qui va avoir une action aussi reminéralisante parce qu'il va avoir du calcium et du phosphate qui va être disponible pour la dent. Là, on va juste faire attention aux patients qui sont allergiques aux protéines de lait. Et c'est un fluor toujours qui est assez pâteux. Ensuite, on a le Fluor Protector d'Ivoclar, Fluor Protector S. Donc là, cette fois-ci, on est à 7700 ppm. Donc on va se dire, il est moins chargé en fluor. Mais en fait, vous avez vu, ce n'est pas le même fluor, c'est du fluorure d'ammonium. Et le fluorure d'ammonium n'a pas la même biodisponibilité pour la dent, il ne va pas fluorer la dent de la même façon. De plus, vous avez aussi, je vous avais dit, sur les autres fluors, ils sont assez pâteux. Vous voyez, en fonction de la viscosité en fait, du produit, plus ça va être visqueux, moins ça va s'étaler sur la dent et rentrer dans les infractuosités. Ce fluor-là va être beaucoup plus fluide et donc du coup va beaucoup plus rentrer dans la dent, va plus s'étaler et finalement va avoir un pouvoir reminéralisant et fluorant qui sera plus fort. Souvent, on va l'utiliser pour des surfaces qui sont complexes, les bagues notamment. C'est une étude indépendante qui montre justement la différence entre les différents fluors. Donc le premier, c'est le fluor protector. Après, vous avez le Durafat, le My Varnish, etc. Et donc on voit en fait la différence, même si c'est un fluor qui a moins de ppm, c'est un fluor qui est très reminéralisant pour la dent. Donc c'est juste pour vous dire de faire attention à ce que vous utilisez et de ne pas forcément regarder que la quantité, mais aussi la qualité du fluor que vous utilisez dans vos produits. Un autre produit qui est aussi intéressant, c'est le Servitech F, donc toujours avec du fluorure d'ammonium, 1400 ppm, et ils ont rajouté à l'intérieur du CPC et de la chlorhexidine. Donc la chlorhexidine pour le côté désinfectant, et ça va être intéressant lors des braquettes, dans des traitements d'orthodontie où on va pouvoir désinfecter. On a toujours le côté en dentisterie pédiatrique, après il y a d'autres applications chez les adultes, mais là on s'intéresse surtout à la dentisterie pédiatrique. C'est dans ces cas-là où c'est intéressant de l'utiliser parce qu'en plus il est très fluide et donc il va bien aller désinfecter là où il faut.
Ensuite, dernier fluor qu'on va évoquer dans la fluoration au fauteuil, c'est le silver-diamine fluoride, donc le SDF. C'est du fluorure d'argent et du iodure de potassium. Donc il y a eu une ancienne version et une nouvelle version là, qui est aqueuse. Maintenant la version aqueuse, elle est sans ammoniac et du coup l'odeur et le goût vont être plus agréables et ça sera plus facile de le faire accepter aux enfants. Ça va pouvoir vous servir pour stopper les lésions carieuses. Alors soit en temporisation si le patient vous le revoyez dans un petit moment ou si vous l'adressez, si on parle de pédodontie, si le patient vous ne pouvez pas le soigner, vous pouvez très bien mettre cette solution là de SDF, ça va bloquer le processus carieux et donc soit c'est utilisé seul, soit ça peut être utilisé en smart technique où justement on en met et on met du CVI par-dessus. Dans tous les cas, à partir du moment où on applique le fluor, il va falloir que la bouche soit propre, donc on va nettoyer les surfaces dentaires, plus ou moins utiliser un écarteur, donc Optragate ou un OptiView, enfin voilà, tout ce que vous voulez, mais quelque chose pour rétracter les lèvres et être dans de bonnes conditions pour appliquer le vernis. Et ensuite, il y a des conseils à donner à vos patients. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'éviter de faire des fluorations à midi. Si l'enfant doit manger après, si on sait qu'il y a des fluorations, alors malheureusement parfois il y a des contrôles qui sont à ce moment-là, mais on demande si l'enfant a mangé ou pas, ou si on sait que c'est dans une consultation ultérieure, peut-être c'est bien de leur demander de manger avant ou de décaler le rendez-vous. Les grands principes, c'est forcément on ne va pas rincer la bouche, le patient il ne va pas se rincer la bouche. C'est pour cela aussi que c'est bien d'avoir différents types de fluor parce qu'en fonction des patients, il y en a qui vont aimer un fluor. Et moi, je le note dans mon dossier. Il y en a, je sais que tel fluor, je ne peux pas leur mettre. Ou la mousse, je ne peux pas leur mettre. Et voilà. Et du coup, on trouve un fluor que notre petit patient accepte, mais il ne se rince pas la bouche après. Ensuite, on ne boit pas entre 1 à 2 heures en fonction des recommandations des fabricants. On ne mange pas entre 3 et 4 heures. On ne se brosse pas les dents après, donc ça si c'est très tôt le matin, on va quand même faire un brossage le soir, mais si c'est dans l'après-midi ou même en fin de matinée, on n'est pas obligé de se brosser les dents le soir, on ne passe pas le fil dentaire et on va éviter les aliments un petit peu abrasifs pendant 4 jours. Ça c'est grosse recommandation, qui peut le plus, peut le moins, si déjà ils font ça c'est très bien, mais au moins un minimum. Ensuite, on a, donc ça c'était pour la fluoration au fauteuil. On a aussi une fluoration qui peut être faite à la maison, donc à l'aide de certains dentifrices qui sont très fluorés. Alors là, il y en a beaucoup, je vous ai mis les deux plus connus. Donc vous avez le Durafat 5000 ppm et le Fluocaryl bifluoré. Donc le Fluocaryl bifluoré, vous avez non seulement du phosphate, du fluorure de sodium et du monophosphate fluorure de sodium. Donc c'est pour ça que c'est bifluoré parce qu'il y a 2 fluors et 2500 ppm. Le Colgate, c'est vraiment donc c'est 5000 ppm, donc toujours du fluorure de sodium et celui-là on va l'utiliser plutôt en cure de 3 mois après, à partir de 16 ans, par exemple à la dépose des bagues, etc. Ces dentifrices-là, c'est prouvé qu'ils ont une utilité si on l'utilise une fois par jour, même dans le contrôle des lésions cavitaires, le temps justement qu'on puisse les réparer, ou alors les lésions non cavitaires radiculaires chez par exemple les personnes âgées. Une autre type de fluoration à la maison, ça peut être des gels. Là, comme le Fluor Protector Gel d'Ivoclar, 1450 ppm. Là, c'est un fluorure de potassium, donc c'est plus un fluorure de sodium non plus. Et il y a eu de rajouter du calcium, du phosphate et du xylitol. Donc ça, pareil, des personnes qui ont un facteur de risque et un risque carieux individuel élevé, on peut utiliser ce gel-là en supplément. Une autre fluoration qui est intéressante à utiliser, c'est le MA Paste. Donc le MA Paste, c'est le grand frère en fait du tout smooth, mais avec du fluor à l'intérieur. Où là, ça va être utilisé donc à partir de 6 ans et en plus donc vous avez le CPP-ACP et le fluor en plus qui est rajouté de 900 ppm, qui est toujours du fluorure de sodium. Ça peut soit être utilisé après un brossage, juste en mettant une petite noix sur la dent et en l'éparpillant, ou alors en gouttière. Et on verra comment justement on peut le coter par la suite. Un autre type de fluoration qu'on peut utiliser, ça va être les bains de bouche. Donc les bains de bouche, environ, ils vont être entre 250 et 300 ppm et majoritairement c'est du fluorure de sodium, certains c'est du fluorure d'ammonium, souvent c'est ceux qui vont avec les dentifrices avec du fluorure d'ammonium aussi. Vous avez l'utilisation ne va pas être quotidienne, on ne va pas utiliser des bains de bouche fluorés quotidiennement, mais une fois par semaine, c'est prouvé qu'il va y avoir, ça va être efficace contre les lésions non cavitaires et surtout sur les surfaces occlusales des dents permanentes.
Pourquoi on ne l'utilise pas au quotidien? Parce que si vous utilisez un dentifrice fluoré à par exemple 1000 ppm ou 1400 ppm et que vous vous rincez de suite avec un bain de bouche qui est à que 250 ppm, ben finalement vous allez réduire votre teneur en fluor que vous avez directement dans votre bouche. Donc c'est pour ça qu'on recommande de l'utiliser qu'une seule fois par semaine et il va quand même aller dans des endroits où ne va pas forcément aller la brosse à dents, donc ça sera quand même bénéfique. Au niveau des dentifrices maintenant, qui est la dernière source de fluoration qu'on peut avoir à la maison, il y a eu des nouvelles recommandations, donc suite au colloque de 2019 de l'UFSBD, donc c'est en accord avec les dernières recommandations de l'EAPD et de l'AAPD, mais en France, il y a toujours l'HAS et la NSM qui ne sont pas à jour de ces recommandations, qui sont internationales, hein. Donc ça devrait arriver au courant d'année, mais voilà, c'est toujours pas à jour. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, c'est vraiment 1000 ppm qui est à utiliser dès la première dent. Pourquoi on a augmenté en fait cette valeur-là qui était avant à 500 ppm? Parce que justement en France, vu qu'on a pris le parti de ne pas fluorer l'eau potable, il y a quand même eu une recrudescence de 30% des caries dentaires chez les enfants. Donc ils ont décidé de ne pas fluorer l'eau potable, mais d'augmenter la teneur en fluor des dentifrices pour les enfants de moins de 3 ans, parce qu'après les valeurs n'ont pas changé, mais c'est vraiment avant que ça a augmenté. Il y a des parents qui vont vous dire oui, mais du coup il avale le dentifrice, donc c'est plus du topique, ça va être du systémique. Alors oui, effectivement, il y a une quantité qui est avalée par l'enfant, mais c'est pour ça déjà qu'on va adapter la quantité. Et surtout, de 2 à 3 ans, il y a 60% effectivement qui sont ingérés. Déjà à partir de 4 ans, c'est moins de la moitié, 50-30%, et à 10 ans, il n'y a plus du tout ce problème-là. Donc même s'il y a une quantité qui est ingérée, on n'est jamais dans les doses, non seulement de la fluoration de l'eau ou des doses toxiques. Le problème aussi, ça va être les dentifrices qui sont bio et sans fluor. Et il y a beaucoup de marques qui se mettent à sortir leur dentifrice et à justement faire de la pub sans fluor, sans fluor. Alors que non, justement, c'est pas du tout bien que ça soit sans fluor. Les dentifrices maison, c'est pareil, parce que finalement, ils ne peuvent pas rajouter du fluor. C'est impossible à trouver de rajouter soi-même du fluor dans le dentifrice, donc c'est pas conseillé non plus. Pour l'UFSBD et pour vraiment d'avoir un dentifrice sans fluor, c'est une perte de chance pour l'enfant. C'est vraiment, le fluor, c'est l'actif anti-carie, ça a été prouvé, qui est le plus efficace et il n'y a pas de raison que ça soit nocif si c'est utilisé de manière raisonnée et selon les recommandations des dentistes, donc de vous que vous allez donner à vos patients. Du coup, quelle quantité de dentifrice on va adapter? Justement, parce que on sait qu'entre 2 et 3 ans, ils vont manger 60% du dentifrice. C'est pour ça qu'on va à peine avoir une trace. Souvent, sur les brosses à dents, vous avez la taille en fait, de dentifrice qui est à mettre. Donc, l'espèce de banane de dentifrice qu'on voit dans pas mal de pubs et qui est replierie dans pas mal de dessins, c'est jamais, ça ne sert à rien, mis à part à vous faire surconsommer et racheter du produit. Sinon, comme vous pouvez voir à l'écran, vous avez en fait la forme du dentifrice qui est par des poils parfois de couleurs différentes. Là, par exemple, on voit qu'il y a juste une trace au milieu de la petite brosse à dents. Ensuite, on va utiliser un grain de riz entre 3 et 6 ans. Et entre 6 et 12 ans, un petit pois ou même une petite lentille. Et même adulte, on va rester sur ce petit pois, mais on ne passera jamais à trop de dentifrice ou à cette banane de dentifrice. Donc ça, c'est pour la quantité. Et ensuite, il faut savoir que l'enfant ne va pas avoir la dextérité pour bien se brosser les dents jusqu'à ce qu'il sache bien écrire en lettres cursives ou bien faire ses lacets. Donc ça va être impératif qu'il y ait une supervision, mais également une finition du brossage, ou alors on commence et après l'enfant finit, mais par un adulte jusqu'à 7-8 ans. Quel dentifrice maintenant vous allez pouvoir conseiller à vos patients? Alors ça c'est très compliqué, forcément on va être sur un dentifrice qui va être adapté à l'âge de l'enfant, donc ça toutes les marques ont des gammes différentes avec en dessous de 6 ans et après au-dessus de 6 ans, vu que c'est là où les recommandations changent en termes de quantité de fluor. Et ensuite il faut que ça soit en recommandation justement, en accord avec les dernières recommandations. Il y a peu de dentifrices encore qui ont suivi la dernière recommandation de 1000 ppm. Elmex par exemple l'a fait pour le moment, c'est pour ça qu'ils ont différencié. Il y a un dentifrice qu'ils appellent maintenant bébé de 0 à 2 ans qui a 500 ppm, celui de 3 à 6 ans et à 1000 ppm. Et en fait, donc ça peut perturber aussi les parents, c'est qu'il y a marqué 3-6 ans devant et en fait derrière il y a marqué si vous l'utilisez pour justement de 0 à 2 ans, c'est une trace de dentifrice, etc. Pourquoi ils ont gardé le 500 ppm?
Déjà parce que l'HAS et la NSM n'ont pas encore suivi les recommandations et parce qu'il peut très bien y avoir des enfants, justement avec des facteurs de risque un peu plus importants ou des enfants en situation de handicap qui, eux, prennent de la fluoration par voie systémique. Dans ces cas-là, on ne va pas leur rajouter plus de fluor en topique. Donc c'est pour ça qu'ils ont gardé quand même cette gamme de 500 ppm. Donc voilà pour les dentifrices. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est bon, bio, pas bio. Donc il y a plein de bio, mais pas de problème pour le bio, mais avec du fluor aussi. Et après, il y a tout ce qui est clean parce qu'il y a du dioxyde de titane, etc. Donc ça, il y a beaucoup de polémiques sur les dentifrices. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais au moins avec du fluor. Donc ça, c'était le fluor à la maison. Maintenant, on va avoir du fluor qui va être disponible aussi dans les matériaux qu'on a à notre disposition pour, de prévention et même pour soigner nos patients. Tout d'abord, dans les scellements de sillon. Donc ça va être soit on a le choix entre les scellements de sillon à base de résine ou à base de ciment verionomère. Quand est-ce qu'on va utiliser plutôt de la résine? Quand on va pouvoir isoler, quand on est sous champ opératoire déjà et que le patient va faire d'autres soins, on reste avec un ciment à base de résine qui du coup va être beaucoup plus durable dans le temps. Et si on a du mal à isoler, que la dent est en éruption partielle, donc on n'arrive pas à mettre le crampon, ou alors que c'est aussi une MIH en temporisation, on va pouvoir rajouter des ciments verionomères. C'est juste qu'il va falloir que ça soit suivi plus ou moins fréquemment en fonction de leur risque carieux pour les réparer, les remplacer ou faire la restauration définitive. Voilà un tableau décisionnel. Alors j'ai pas remis la référence, mais ça vient du livre du Collège des enseignants de pédodontie, où en fait en fonction de la qualité de l'isolation, on va plutôt s'orienter sur un ciment de scellement résineux ou alors un ciment de scellement à base de verionomère. On a différents produits de ciment de scellement, de scellement de sillon qui sont à notre disposition. Donc d'abord à base de résine. Vous avez certains qui changent de couleur, d'autres qui sont plus ou moins bioactifs. Et dans tous les cas, ils vont relarguer du fluor. Donc ça, c'est intéressant. Plus ils vont pouvoir relarguer du fluor, donc capter le fluor du dentifrice et le relarguer à la dent, plus ils vont renforcer ces dents définitives, mais qui sortent et qui sont un peu immatures quand elles sortent. Elles mettent souvent 3 ans à se reminéraliser. Il y en a qui ont des charges plus ou moins denses et plus ou moins faibles, qui fait que ça va vraiment aller dans les infractuosités. L'héliocyle est vraiment intéressant parce qu'il fait moins de bulles et il rentre vraiment dans les infractuosités parce qu'il a des microcharges qui sont très très fines. Et un prérequis forcément au scellement de sillon, ça va être qu'on va les nettoyer avec des pâtes prophylactiques sans fluor, sinon vous allez altérer votre processus de collage, et des brossettes, voilà, il faut que ça soit propre bien évidemment. Ensuite, quand on s'intéresse aux matériaux de ciment, de CVI, de verionomère, vous avez donc les couilles à forte, le fugitriage, avec donc ça c'est la technique finger press, donc où on peut justement faire des choses en provisoire ou des scellements de sillon définitifs, mais s'il n'y a pas d'isolation, avec le cocoa butter. Le prérequis, ça va toujours être de bien nettoyer vos dents avec pareil pâte sans fluor et des petites brossettes. Et en fonction de la viscosité de ce que vous allez utiliser, voilà, le forte va être un peu plus sur la longue durée. Le triage va plus relarguer de fluor, mais va plus se déliter dans le temps. C'est pour cela que vous avez 2 couleurs dans le triage. Vous avez aussi un rose. Personnellement, quand je sais que c'est quelque chose que je vais devoir réparer ou refaire, je vais utiliser le rose. Comme ça, ne serait-ce que la couleur, hop, je sais que c'est quelque chose à refaire et qu'il n'y avait pas à viser de rester très longtemps en bouche. Enfin, au niveau des matériaux, donc là, c'était des matériaux de prévention, mais on a aussi des matériaux de restauration qui vont être bioactifs. Et vous avez notamment une nouvelle famille qui sont les alcasites, qui va être une famille de restauration. Donc ça se présente un peu comme des verionomères, mais qui ont des systèmes où en fait vous avez des co-initiateurs qui sont présents dans la microbroche, donc à utiliser avec ce système d'adhésif. Et il va y avoir du relargage en fait d'ions de fluor, de calcium et d'hydroxyde qui vont être plus importants à pH acide. Donc forcément, quand il y a un contexte carieux qui est important, où le pH de la bouche va souvent être acide, alors que ça soit constitutionnel de par la personne ou de par son comportement alimentaire, vous allez avoir justement encore plus une reminéralisation au fur et à mesure. Donc ça, c'est intéressant à utiliser dans des situations où il y a un risque carieux élevé important. Voilà, et vous voyez, ça se voit très bien en plus à la radio parce que c'est radio opaque et finalement je trouve que c'est assez esthétique et parfois même plus que certains CVI.
Maintenant, si on s'attache à la cotation, comment on va pouvoir utiliser ces différentes sources de fluor à notre disposition et comment on va pouvoir les coter. Vous avez tout d'abord le code HBLD 004, donc qui est en non prise en charge, qui est application topique intrabuccale de fluorure. Donc cette première cotation, à partir du moment où vous allez utiliser du fluor, même lors d'une séance où vous allez faire des soins et rajouter un petit peu de fluor par-dessus, vous allez pouvoir utiliser ce code-là. C'est vraiment fluorure. Ensuite, vous avez application d'un topique pour hypersensibilité dentaire. Si vous faites des gouttières de reminéralisation avec du amyl paste par exemple, vous allez pouvoir utiliser ce code-là et faire rentrer le prix de votre amyl paste à l'intérieur. Là, c'est vraiment ce code-là, à partir du moment où c'est en NPC, c'est vous qui le déterminez. Donc, en fonction de vos séances de soins pour l'enfant, en fonction du nombre de dents que vous soignez, etc., vous allez pouvoir moduler avec ces deux codes-là. Le code que vous n'allez pas pouvoir changer entre 6 et 9 ans, c'est le nouveau code, la HBLD 045, où là, en fait, il est maintenant remboursé entre 6 et 9 ans s'il y a un risque carieux élevé, et ça 2 fois par an. Donc 2 fois par an maximum. Si votre patient en a besoin plus que 2 fois par an, vous pouvez quand même utiliser ce code-là, c'est juste qu'il ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale, mais il peut l'être par certaines mutuelles aussi. Et après, pour tout ce qui est, les restaurations, on n'y vient pas, mais les comblements et scellements de sillon, c'est pareil, il y a un code HBBD 005 qui est pris en charge sur les premières et les deuxièmes molaires permanentes, et ça une fois par dent. Donc c'est pas une fois par an, c'est vraiment une fois par dent avant 16 ans. Là, c'est à mettre un peu entre parenthèses, mais on sait très bien que un scellement de sillon, ça a quand même une visée à être peut-être refait, réparé, mais dans ces cas-là, si on y revient, alors si c'est pas nous qui l'avons fait, on a le droit de le recoter, mais si on l'a déjà fait une première fois, il vaut mieux en fait faire une restauration directement. Voilà pour la cotation. Des petits exemples de bibliographie si vous voulez aller plus loin sur justement le fluor et des études sur l'application de fluor topique systémique. Et je vous remercie pour votre attention. On a fait le tour là sur ce fluor et voilà, ils sont contents, on a fini, ça klaxonne. C'est les aléas du direct. Et du coup, je suis disponible pour répondre maintenant à vos questions. Et si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous donne rendez-vous les 17 et 18 novembre à Bordeaux, au GAD Center, où là, on pourra voir ça d'une manière un peu plus globale, avec vraiment, on va s'attacher à la pédodontie pour l'omnipraticien sur ces 2 jours. Bon, mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et j'espère peut-être vous retrouver les 17 et 18 novembre pour voir ça de manière un peu plus globale avec tout le reste de la dentisterie pédiatrique.